Bonjour les amis, vidéo 71 ou 72? Tiens, tout d'un coup, j'ai 71. 71, j'ai un doute parce que j'en fais d'autres. Notre ami Hervé Carès a encore bien travaillé. J'ai reçu avant tout le monde en primeur son travail qui va nous exposer là au cours de cette émission. C'est vraiment très précieux. Encore merci Hervé parce que je suis l'actualité, mais cette façon que tu as d'aller au cœur des choses, de donner des informations pratiques, techniques, théoriques aussi, ça permet effectivement d'aller beaucoup plus loin. C'est une émission qui n'est plus seulement de réinformation, mais une émission qui permet de mieux appréhender le réel. Et ça, je crois que c'est très précieux. Bon, eh bien, écoute, je te passe la Ouais. parole. Bon, en tout cas, je te remercie. Après ce compliment. Oui, je te remercie pour ce compliment. Bon, il faut savoir que moi, j'ai un métier quand même à côté qui entre guillemets, n'a rien à voir avec les sujets quand même que l'on traite avec Régis. Mais j'utilise les outils que j'ai appris dans mes passages, notamment à l'école de guerre ou dans d'autres stages de formation, dans mon métier, et je les transpose justement pour l'émission. Et le but, c'est d'amener une information un petit peu synthétisée, un peu réfléchie, ou qui amène nos auditeurs à s'interroger et puis à faire des recherches par eux-mêmes. Voilà, donc comme d'habitude, on va avoir trois parties. Une première partie va être consacrée au conflit israélo-palestinien et je demanderai à Régis d'intervenir sur cette plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud à la Cour de justice internationale, parce que je pense que c'est un événement quand même historique hein, sur le plan de la visibilité que l'on peut avoir de ce conflit en Palestine. Ensuite, on abordera bien sûr le conflit en Ukraine, où les choses globalement n'ont pas tellement bougé, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan politique, voire politique au sens large, c'est-à-dire de l'aspect industriel de cette guerre. Et puis on terminera également par une partie sur les médias, la désinformation qu'on peut trouver, mais aussi bien sûr des éléments d'information qui sont très intéressants, et notamment une remarquable vidéo d'Alain Juillet sur sa chaîne personnelle, où il fait une très très bonne synthèse stratégique du conflit en Palestine et de ses conséquences internationales. Donc je vais partager mon écran. J'ajoute qu'il y aura effectivement, en fin d'émission, quelques conseils utiles, hein, parce qu'il y a des gens de qualité qui ont publié, qui se sont exprimés, et je crois que c'est précieux. Alors, plein écran. Voilà, donc nous allons commencer par le conflit en Palestine, et on va prendre un petit peu de champ par rapport à ce conflit et nous intéresser à cet axe logistique majeur pour Israël, pour l'Égypte, mais également pour les pays européens, entre l'Asie et l'Europe, c'est-à-dire cet axe mer Rouge, canal de Suez. Donc, depuis à peu près un mois, les rebelles houthis ont conduit environ 27 attaques, oui, 27 attaques contre des navires de commerce de différents types, hein, souvent des porte-containers ou des rouliers qui ont des liens avec Israël, que ce soit sur le plan de l'armement ou alors de la destination. Euh, il y a eu différents types d'attaques menées avec différents moyens, hein, donc des moyens nautiques, qui avaient été d'ailleurs partiellement détruits par des hélicoptères du porte-avions Eisenhower il y a environ une semaine, souvent des attaques par drone, des attaques par missiles balistiques, des attaques par missiles anti-navires, mais également un bâtiment qui a été saisi et qui est toujours en possession des Houthis, hein. C'était le premier bâtiment d'ailleurs qui avait fait l'objet d'une attaque. Donc globalement, le dispositif actuel qui a été mis en place sous l'égide des Américains pour protéger le trafic maritime, eh bien, très simplement, si vous regardez les éléments qui sont affichés à l'écran, vous avez à cet endroit-là, là où je pointe mon pointeur laser, vous avez le groupe aéronaval américain, hein, c'est celui qui a intervenu dans la nuit de jeudi à vendredi pour réaliser des frappes sur le territoire yéménique en coordination avec l'aviation britannique, la RAF.
donc des frappes qui ont été conduites par des avions du porte-avions Eisenhower, mais également un sous-marin nucléaire d'attaque qui a lancé des missiles Tomahawk, et le tout a été complété par, de mémoire, 4 Typhon, Typhoon de l'ARF. Donc voilà cet élément majeur du contrôle de la zone. Ensuite, vous avez envers tous les éléments qui sont les alliés, donc de différents types, et vous avez notamment la frégate Languedoc, qui est française, qui se trouve là. Et également, ne pas oublier des forces maritimes chinoises. Je rappelle que la Chine a une base navale à Djibouti, mais également des forces navales iraniennes, et c'est là où ça peut devenir à un moment donné peut-être problématique, qui se trouvent dans cette zone. Et ne pas oublier également que les Iraniens ont arraisonné un pétrolier au large d'Oman, et donc se sont saisis de ce pétrolier. Alors, pour revenir à cette base de Djibouti, qui est vraiment quelque chose qu'il faut bien intégrer, cette base de Djibouti qui n'est pas très éloignée en fait des côtes yéménites, du moins à portée de missiles balistiques, si jamais il y avait une escalade. Il y a plusieurs nations qui sont implantées sur Djibouti. Bien sûr, historiquement, il y a la base navale française et le camp français et également la base aérienne française, mais vous avez une base américaine qui est très très importante, une base chinoise, une base italienne, et bien sûr, on a tendance à l'oublier également, une base japonaise. Donc, c'est une zone qui est très, très stratégique, et qui permet, bien sûr, d'assurer le soutien des forces qui veulent contrôler le libre passage dans le détroit. Alors, comme je vous l'ai dit, ces attaques des Houthis en mer Rouge sur le trafic international posent des problèmes, bien sûr, à l'État d'Israël, puisque un des centres de gravité de l'État d'Israël, c'est son économie. Et ces deux grands ports qui se trouvent actuellement sur la Méditerranée sont quasiment fermés. Donc, le dernier port qui permet d'avoir un flux logistique aussi bien partant qu'arrivant, c'est le port d'Eilat qui se trouve en mer Rouge. Mais il y a surtout l'Égypte. L'Égypte dont la deuxième source de revenus, c'est le canal de Suez. Et actuellement, il y a une baisse assez importante quand même du trafic sur ce canal du fait des attaques des Houthis, puisque il y a 18 compagnies de transport maritime qui ont décidé de détourner leur trafic et de faire le tour à leurs bateaux par le cap de Bonne-Espérance, donc le tour de l'Afrique. Donc ça va générer bien sûr des surcoûts à l'arrivée des produits, donc ça va participer à l'inflation que l'on connaît en Europe, mais surtout ça va générer des baisses de revenus très très importants pour un État égyptien qui est déjà en difficulté financière. Alors globalement, quand on regarde les chiffres pour l'État égyptien, les revenus annuels du canal de Suez, c'est 7,5 milliards d'euros, à peu près 450 millions d'euros par mois. Alors globalement, si on s'intéresse maintenant aux frappes qui ont concerné le territoire yéménite, le territoire yéménite qui est sous l'emprise des Houthis. Alors le territoire yéménite, c'est un territoire qui est extrêmement montagneux. On est sur une configuration qui se rapproche de l'Afghanistan. De mémoire, je crois que d'ailleurs la capitale de Sanaa est à plus de 2000 mètres d'altitude. Bon, c'est à vérifier. Ma mémoire peut m'induire en erreur. Donc, globalement, il y a eu plus de 100 munitions qui ont été utilisées pour frapper les cibles qui avaient été identifiées, et 60 cibles qui ont été traitées dans 16 emplacements. Donc, traitées par l'aviation aéronavale US, traitées par l'ARF avec 4 Typhoon, et également par des Tomahawk, des missiles Tomahawk qui ont été lancés depuis un sous-marin américain. Alors voilà globalement les forces qui ont été employées pour réaliser ces frappes. Donc, comme je vous l'ai dit, 4 Typhoon, 15 FA-18 donc, qui viennent du porte-avions américain. Les Typhoon sont partis d'une base qui est à proximité, puisque les Anglais ont des bases au Moyen-Orient, dans la péninsule arabique. C'est historiquement, comme la principauté d'Oman sont historiquement d'anciens dominions britanniques.
Et bien sûr, il y a eu l'intervention d'autres pays alliés, mais qui ont surtout participé à la conception, à la conduite, hein, dans les états-majors, hein, notamment que ce soit les Hollandais, le Canada, et puis les Australiens. Alors, les Français n'ont pas participé à ces frappes, ce qui a donné d'ailleurs une remarque dans la presse britannique, et de nombreux Britanniques se sont offusqués sur les réseaux sociaux de la non-participation de notre pays à ces frappes. Bon, très honnêtement, moi je me pose quand même la question de la cohérence, hein. Bon, il est clair que sur le plan du commerce international, il fallait peut-être donner un signe fort aux outils, hein, pour leur dire que, entre guillemets, ça suffisait. À partir du moment où on est aligné bien souvent sur les positions atlantistes, j'ai du mal à comprendre pourquoi là, à minima, on n'a pas au moins participé à ces frappes. Bon, j'ai du mal à le comprendre, et je comprends peut-être également l'incompréhension de la part justement des États-Unis ou de l'Angleterre, en tous les cas, enfin de la Grande-Bretagne. En tous les cas, c'est un fait. Et on est encore toujours dans cette espèce d'entre-deux, de en même temps. Parfois, on fait de la godille, hein, il n'y a pas vraiment de ligne stratégique. Alors, Euh, j'ai ouais. une question, Hervé. C'est clair qu'on a été les caniches du temps de Hollande, n'en parlons pas, hein. C'est Obama qui avait retenu son bras parce qu'il en rajoutait sur la Syrie. Là, actuellement, on est quand même assez gêné. Je rappelle quand même qu'on a une communauté Mm. musulmane importante et qu'on a totalement pris parti, la société française supérieure, hein. Les Mm. médias, les institutions ont pris résolument parti pour Israël. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de tirage à certains endroits de l'armée? C'est peut-être une question idiote, hein, Ouais, mais moi en je disant, pense. attendez, il ne faut pas Ouais, en faire trop parce que c'est ouais. déjà compliqué. Ouais, ben je pense que bon, je pense que les militaires ont dû dire que de toute façon les Américains et les Anglais, d'ailleurs les Américains auraient pu frapper sans les Anglais, hein. C'est toujours pareil, les Américains ont la capacité à mener les opérations en solo, hein. Après c'est de l'affichage, on va dire géopolitique et géostratégique. Oui, moi je pense que d'une certaine manière, c'est une bonne chose qu'on n'ait pas participé à ces frappes. Mais le problème, c'est que il faudrait que ça soit une ligne de conduite, cette Eh oui. forme d'indépendance, hein, et de libre arbitre. Alors que ce n'est pas le cas, hein. C'est par moment on fait ça, par moment. Et je comprends que ça soit un petit peu incompréhensible de la part de, entre guillemets, de nos partenaires. Si on s'était déjà comme ça positionné dans bien des foyers de tension à l'international, notamment en Ukraine, on aurait un jeu qui serait beaucoup plus compréhensible qu'actuellement. Cet alignement, en fait, piège. Et puis quand on a un ressort en fait de libre arbitre ou d'indépendance, évidemment, ça surprend. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir observer, c'est la suite de ces frappes. Est-ce que les outils, bon, ils vont dire OK, parce que les outils, il faut quand même pas oublier quand même que c'est la zone qu'ils occupent, c'est quand même une des zones les plus pauvres au monde. Bien sûr, ils ont des moyens d'intervenir en mer Rouge, mais c'est vraiment, entre guillemets, c'est une guérilla qui a des moyens un peu plus puissants qui ont d'ailleurs été fournis par l'Iran. C'est d'ailleurs pour cela que les aéroports ont été bombardés pour éviter qu'il y ait éventuellement un pont aérien iranien. Bon, de toute façon, une piste d'aéroport, la réparer, ça se fait dans les 24 à 48 heures. Bon, peu importe. En tout cas, quelle va être la réaction des Houthis? Est-ce qu'ils vont dire, OK, on baisse la garde et puis on se calme? Peut-être d'ailleurs avec une pression peut-être des Iraniens, puisque les Iraniens n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une montée du conflit dans la région quand même. Ensuite, est-ce qu'au contraire, ça va les exciter, hein, sur le plan de... Donc là, on va aller dans un phénomène d'escalade, puisqu'à partir du moment où les Américains, les Anglais ont frappé une fois, je ne vois pas pourquoi ils ne frapperaient pas une deuxième fois. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis ensuite, quelle va être l'attitude éventuellement dans ce type s'il y avait escalade de l'Iran, hein, qui pourrait se retrouver coincé quand même sur le plan géopolitique, avec des jeux d'acteurs quand même qui sont importants dans la région, puisqu'il ne faut pas oublier que l'Iran et l'Arabie saoudite se sont rapprochés à la faveur des BRICS, hein, et ont des relations que ces pays n'avaient pas au préalable, hein, puisqu'ils étaient ouvertement en affrontement, hein. Euh, et bien sûr, l'Arabie saoudite n'a pas intérêt à ce que la guerre se réveille au Yémen, puisqu'elle a tout fait pour mettre en place un processus de paix au Yémen avec les rebelles yéménites. Donc, à voir comment ça peut se passer, hein.
En tout cas, je pense qu'il fallait faire quelque chose, hein. Alors, est-ce que ce qui a été fait, c'est ce qu'il fallait faire? Je sais rien, hein. En tous les cas, il fallait montrer une forme de résolution de la communauté internationale parce que, de facto, ça touche à des intérêts qui vont bien au-delà de ceux de l'État d'Israël et de l'Égypte. Alors, maintenant, pour en revenir à cette problématique que tu avais soulignée des enjeux économiques pour l'État d'Israël, euh, il ne faut pas oublier que Israël a l'habitude de faire des guerres courtes, hein. Ce sont des guerres courtes. Alors, il y a eu quelques exceptions, notamment les épisodes libanais qui ont duré plusieurs mois, surtout la phase d'occupation. Mais en général, les guerres de haute intensité que montre l'État, que conduit l'État d'Israël sont des guerres courtes. Pourquoi? Parce que c'est lié à leur configuration, hein, c'est un petit pays avec peu de profondeur stratégique, peu de profondeur également démographique, hein. Donc c'est un petit pays avec 9 millions d'habitants et globalement, il y a 6 à 7 millions de juifs dans cet État. Donc, c'est un État, lorsqu'il mobilise, hein, de manière importante, ça a déjà un impact sur l'activité économique. Donc, on est à un peu plus de 300 000 réservistes qui sont mobilisés, et certainement pour une période qui va être assez longue. Donc, les premiers effets de cette guerre se font sentir, bien sûr, sur l'activité économique, mais également, comme tu l'avais souligné, sur le coût de cette guerre, hein, au quotidien, qui est de 240 millions d'euros par jour. Donc, c'est quand même énorme. Alors, il ne faut pas oublier quand même que l'État d'Israël, c'est un État qui, sur le plan financier, a les mêmes liquidités, les mêmes capacités financières que l'État russe. Ce sont des États qui ont de la trésorerie, hein. Mais en tous les cas, c'est un fait. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier que ce problème logistique qui est posé par la mer Rouge va devenir également prégnant et se rajouter à ces difficultés qui pourraient poindre sur le plan économique. Donc, c'est un vrai centre de gravité pour l'État hébreu. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de la situation liée à la guerre et de son impact économique sur l'État d'Israël, moi je vais te laisser la parole pour ce qui concerne cette accusation de génocide devant la Cour internationale de justice qui a été portée par l'Afrique du Sud. Alors, je vais d'abord rappeler d'où je parle. C'est-à-dire que, bon, les gens qui me connaissent maintenant, ma longue carrière d'avocat est derrière moi, mais j'ai eu toute une partie de mon activité professionnelle qui a été tournée vers l'international et vers le droit international. J'étais secrétaire général adjoint d'une grande organisation de juristes qui s'appelait l'Association internationale des juristes démocrates et qui avait comme caractéristique, elle avait été créée par René Cassin, qui était le juriste de Gaulle et de la France libre à la Libération, et elle rassemblait les juristes du monde socialiste et les juristes du monde de l'Occident, du monde capitaliste. Et donc j'ai participé à beaucoup de travaux, me suis beaucoup déplacé, et donc ces questions de droit international étaient tout à fait essentielles. Donc je parle avec une certaine compétence, je suppose. Alors, je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent aller sur le blog. J'ai publié un article de Marsheimer. On a disponible la fameuse requête de 84 pages qui a été présentée par l'Afrique du Sud. Euh, Malheureusement, elle est en anglais, seulement en anglais. Donc, moi, j'ai dû faire des manipulations pour la traduire. Mais alors, je vais dire presque à ma surprise, je pensais que c'était un acte très directement politique. Or, c'est un acte profondément juridique. C'est ça qui est intéressant. Cette requête est absolument remarquable. Elle est remarquable parce qu'elle part des éléments juridiques en droit international, en droit humanitaire, des éléments qui permettent de qualifier des faits de génocide. Il y a des critères, il y a toute une série de critères, et les Sud-Africains qui ont fait vraiment un très beau travail, ont utilisé chacun de ces critères en démontrant dans les faits et dans les intentions proclamées du gouvernement israélien, des différents ministres, à chaque fois que c'était des éléments factuels de massacres qui se produisaient, de déplacements de population, de bombardements, et les revendications
des ministres israéliens, des dirigeants israéliens, à commencer par Netanyahou lui-même, en disant que voilà ce que sont nos objectifs. Donc la qualification de génocide, elle est établie. Je vais publier sur mon blog les déclarations d'un avocat que j'ai croisé il y a fort longtemps, d'un avocat américain qui est un des spécialistes de ça. C'est lui qui avait monté le dossier contre Milosevic au moment de la guerre de Yougoslavie. Alors, euh, la procédure, quelle est-elle? C'est pas là, faut pas se tromper, hein, faut pas se tromper. La Cour internationale de justice est l'organe juridictionnel de l'ONU. C'est une instance extrêmement importante avec des juges qui sont de plusieurs nationalités, évidemment, une présidente américaine, mais c'est une juridiction qui existe depuis l'installation de l'ONU, hein, et qui intervient de façon régulière dans l'actualité internationale. La Cour pénale internationale, c'est autre chose. C'est quelque chose qui a été créé afin, c'est ce qu'on nous disait, il fallait effectivement juger les criminels, les dictateurs, les tyrans, en démontrant qu'on n'échappait pas à la justice. Bien. Malheureusement, cette cour a été rapidement dévoyée au plan politique et on voit bien avec le mandat d'arrêt lancé contre Vladimir Poutine, sachant que Vladimir Poutine préside un pays qui n'a pas reconnu la CPI, qui n'a pas adopté le traité, alors que cette CPI n'a jamais envisagé, ne serait-ce qu'une seule seconde, de lancer des mandats contre George Bush, contre Rumsfeld, contre tous ceux qui ont participé à l'agression, qui était un crime de guerre hein, absolu, l'agression contre l'Irak et bien d'autres. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a une autre valeur, une valeur beaucoup plus importante. Alors que demande l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud dit, voilà, la Cour internationale de justice peut lancer des procédures contre d'autres États et demande à cette juridiction de trancher. Et l'Afrique du Sud dit, l'État d'Israël est en train de commettre un génocide, ça c'est ce que nous disons, c'est le sens de notre requête, c'est ce que nous établissons. Donc on demande à la Cour internationale de justice de se prononcer sur notre requête en donnant un ordre à Israël d'arrêter. C'est une mesure provisoire. Sur le fond, l'affaire prendra beaucoup plus longtemps et probablement des années. Mais il y a une mesure, je vais dire, terme juridique conservatoire, destinée à faire cesser le génocide. Donc, l'idée, la Cour internationale de justice n'a pas de pouvoir coercitif, hein, mais elle peut revenir avec sa décision devant les instances de l'ONU, et je pense en particulier au Conseil de sécurité, elle peut permettre que soient prises des mesures ensuite par les organes qui, eux, ont des pouvoirs éventuellement coercitifs. Alors, bien évidemment, c'est un grand danger pour Israël qui a réagi. Alors, malheureusement, c'est un peu catastrophique. Bon, j'ai connu un autre Israël dans le passé. Maintenant, on a des ministres qui sont comment dire, des militants brutaux, souvent vulgaires, et l'accusation d'antisémitisme est immédiatement arrivée. Il y a eu des qualificatifs extraordinaires sur le caractère écœurant de tout ça, alors que c'est un débat judiciaire. Et qui le mène, le débat judiciaire? Pour l'Afrique du Sud est défendue, puisque c'est le terme qui convient, est défendue par les meilleurs juristes internationaux qu'on puisse trouver aujourd'hui. Des gens avec une autorité tout à fait incontestable, hein, et bien évidemment, Israël a également été défendu au cours de cette audience. Et ce que disait ce confrère américain dont je parlais tout à l'heure, c'est que pour lui, et pour moi, que c'était le génocide sur le plan juridique, j'insiste, hein, sur le plan juridique, que la qualification de génocide était établie et que par conséquent, il fallait prendre des mesures pour la faire cesser. Voilà, un petit peu, je suis désolé, c'est un petit peu technique hein, sur la dimension, mais c'est pas de la gesticulation du tout. Hein.
il faut aller voir les éléments, il faut aller voir les écrits. Ce sont des procédures écrites et orales avec les avocats. Alors, on voit les avocats britanniques avec leurs perruques. Bon, c'est toute cette solennité qui est assez importante dans cette grande salle. Et donc, j'invite tous nos spectateurs à aller voir un petit peu comment ça se passe, à aller entendre les arguments des uns et des autres. Hein. C'est un débat contradictoire. Israël a eu tout à fait la possibilité de se défendre. Donc, je vais voir ce que nous verrons. Je vais, moi et tout le monde va voir ce que la Cour internationale de justice décidera. Clairement, la question des rapports de force politique va jouer. Hein. Alors bon, il y a la présidence d'une juge américaine qui a été membre du département d'État aussi. Donc, mais de l'autre côté, il y a des éléments qui permettent de l'équilibrer et j'espère que, je veux dire, la probité du délibéré l'emportera et qu'on aura une décision. Alors, les conséquences de cette décision sur le plan juridique obligatoire pour Israël, je ne me fais pas d'illusions. En revanche, sur le plan moral, ce serait une catastrophe pour Israël. Une catastrophe pour Israël et, j'ajoute, pour l'Occident. Ça veut dire que maintenant, ce que disait le ministre des Affaires étrangères chinois, un petit peu en ricanant, quand on voit ce qui se passe à Gaza, maintenant, quand vous allez nous donner des leçons, en substance, hein, ne le disait pas comme ça, hein, sur le Xinjiang et les Ouïghours, enfin, je veux dire, vous aurez intérêt à prendre vos précautions. Donc, la dimension morale, mais c'est déjà en grande partie consommé vis-à-vis du Sud global, vis-à-vis de la majorité mondiale, ça, je crois qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. En revanche, en Occident, où la situation est plus contradictoire, sauf malheureusement en France et en Allemagne, qui sont les pays qui sont arc-boutés sur un soutien sans faille à Israël, en Occident, cette catastrophe morale pour Israël va avoir probablement des conséquences politiques assez importantes. Écoutez, nous verrons, mais en tout cas, c'est pas un petit événement, c'est même un événement assez considérable et qui intervient dans le changement mondial qui est en cours, c'est-à-dire l'affrontement entre l'ordre unipolaire sous direction américaine et l'ordre multipolaire que pays du Sud, les grands pays du Sud global, et qui représentent la majorité mondiale d'ailleurs, souhaitent imposer. Je te remercie pour cet éclairage. Alors moi, je m'interroge quand même. Bon, l'Afrique du Sud, c'est un pays des BRICS. Et s'il n'y a pas un jeu de billard à trois bandes qui est joué via l'Afrique du Sud par la Russie et la Chine, justement pour déstabiliser moralement et réputationnellement Israël, et par effet de conséquence, les alliés inconditionnels d'Israël. Ah oui, mais non, mais ça, c'est la politique continue, hein, et la géopolitique continue. Mais là, je me plaçais du point de Oui, vue oui. de la procédure juridictionnelle. Oui, oui, je pense, mais de la même façon, je pense que quand tu disais que enfin, tu nous décrivais ce qui se passait euh, à l'entrée de la mer Rouge, je pense que les deux grandes puissances que sont la Russie et la Chine ne sont pas absentes. Et je crois que le Hezbollah, je crois que l'Iran et la Chine et la Russie savent très bien que l'escalade et éventuellement une intervention au Liban, que l'escalade contre l'Iran également, rendrait service aux Israéliens. Donc c'est pour ça qu'ils sont très très prudents. Et quand j'entends beaucoup de gens dire oui, mais les pays arabes ne disent rien, je crois qu'il faut être extrêmement raisonnable. Personne n'a intérêt à ce que l'escalade se poursuive. Et les risques d'escalade existent. Sauf un peut-être. Alors on en revient maintenant à la position des États-Unis, hein, qui est toujours ambivalente dans la mesure où ils condamnent bien sûr, la manière dont sont conduites les opérations dans de Gaza, avec une situation qui devient de plus en plus intenable hein, pour les 2 millions de Gazaouis qui sont confinés entre Khan Younes et puis la frontière égyptienne, avec une forte pression. Et puis il est très clairement, hein, maintenant c'est quand même une évidence. Hein, ce plan
cette opération militaire sur Gaza avait bien sûr pour but de neutraliser militairement le Hamas, mais avait également pour second but de pousser cette population gazaoui vers la frontière égyptienne en se disant que, bon, la pression faisant, la frontière céderait et laisserait passer une partie de cette population. En tous les cas, comme par hasard, M. Blinken était en Égypte, et il était en Égypte dernièrement, et ce qui se dit, c'est qu'il était justement pour dire, écoutez, s'il y a des Gazaouis qui passent dans le Sinaï, on vous assurera de la reconstruction, de la construction de tous les équipements qui seront nécessaires pour les accueillir, ainsi de suite. On en est là, hein, quand même. Hein, donc évidemment, le gouvernement égyptien a refusé, notamment le maréchal Al-Sisi, qui se rappelle très bien qu'un de ses prédécesseurs a été assassiné par les frères musulmans et que lui-même s'est débarrassé des frères musulmans chez lui, donc avec toujours cette hantise du retour des frères musulmans. Mais cette pression, elle existe, et puis de toute façon, elle est même plus cachée par le gouvernement israélien actuel, que ce soit par la parole de certains des ministres les plus radicaux, que ce soit par la parole également de Netanyahou, mais également, il y a 2 semaines, de l'ambassadrice d'Israël en Grande-Bretagne qui avouait tout simplement que la solution à 2 États n'était plus possible. De toute façon, cette solution à 2 États, quand on voit la discontinuité géographique de la zone A qui est dévolue à l'autorité palestinienne en Cisjordanie, c'est un leurre. Hein, de toute façon, c'est pour amuser la galerie, et depuis la fin de la poursuite du processus d'Oslo, très clairement, quel que soit le type de gouvernement en Israël, ils ont tout fait pour que cette solution à 2 États n'ait pas lieu. D'ailleurs, ils ont encouragé les colonisations ou n'ont pas lutté contre en Cisjordanie, ce qui de facto rend quasiment impossible cette solution à 2 États. Donc j'en reviens maintenant à cette ambivalence de la position américaine entre les déclarations humanistes et humanitaires et la réalité du soutien. La réalité du soutien, ben, c'est un pont aérien quand même, et puis un pont logistique qui existe sur le plan militaire entre les États-Unis et puis Israël. Hein. Donc novembre 2023, 2500 tonnes d'équipements militaires destinés à Israël, dans environ 170 conteneurs qui ont été déchargés au port d'Achod, un des ports en Méditerranée. Et décembre 2023, un pont aérien de plus de 200 avions cargo avec 10 000 tonnes d'armes et de munitions qui ont été acheminées vers Israël. Très clairement, comme on l'a dit souvent sur cette chaîne, si les États-Unis veulent que Israël modère ses opérations sur la bande de Gaza ou les cesse, eh bien, il suffit d'arrêter le pont aérien. Alors maintenant, concernant l'opération israélienne, ils ont bien sûr commencé à investiguer les fameuses zones et infrastructures qui permettaient au Hamas et aux groupes paramilitaires de frapper les villes israéliennes avec les roquettes. Donc ils ont commencé bien sûr à trouver certaines infrastructures qui étaient dévolues à la fabrication de ces roquettes. Mais n'oublions pas que le 1er janvier, dans la nuit du 31 au 1er janvier, il y a 20 roquettes qui ont été encore tirées sur la ville de Tel Aviv. Donc 3 mois après le début de l'opération, il y a encore des capacités du Hamas de frapper le territoire israélien. Donc c'est une opération quand même qui n'est pas terminée. Alors, pour en revenir à la situation des volontés peut-être israéliennes, en tout cas du gouvernement Netanyahou, d'éventuellement étendre le conflit, notamment au Liban. La semaine passée, un des dirigeants du Hamas a été tué par un drone d'origine inconnue, mais enfin, on sait très bien que c'est un drone israélien, à Beyrouth, hein, donc sur une zone d'ailleurs qui est dévolue au Hezbollah. Et cette semaine, le responsable du Hezbollah en charge des drones d'attaque et d'observation du Hezbollah a été également tué par une frappe israélienne. Donc on voit très clairement qu'au-delà, bien sûr, du fait que Israël se permet de violer l'intégrité territoriale du Liban, bon, c'est pas nouveau, hein, de toute manière. Hein, c'est un État failli, le Liban, et qui, d'une certaine manière, fait reposer la défense de son intégrité territoriale sur le Hezbollah. Hein. C'est comme ça que le Hezbollah est vécu au Liban et est soutenu par les chrétiens qui, historiquement, il faut s'en rappeler, dans les années 80, étaient proches d'Israël. Donc c'est quand même un vrai retournement, quand même. Donc, cette situation qui, bien sûr, a pour but d'éventuellement régionaliser le conflit, mais surtout
une volonté stratégique de la part d'Israël, c'est de faire reculer en fait les forces du Hezbollah qui sont toujours au sud du Litani, hein, ce fleuve où elles sont toujours présentes, et ce qui leur permet de frapper le territoire israélien. D'ailleurs, les Israéliens ont été obligés d'évacuer ce territoire-là. Environ 80 000 citoyens israéliens ont été évacués, puisqu'ils subissaient les frappes de l'artillerie du Hezbollah. Donc, Israël s'en réfère à la résolution 1701 qui a fait suite à la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël, et d'ailleurs à l'implication de la FINUL pour assurer le cessez-le-feu. Et je rappelle que la France est impliquée dans cette zone qui est assurée sur la carte et où se trouvent encore des forces du Hezbollah. La FINUL est là justement pour permettre à l'armée libanaise de reprendre contrôle de cette zone-là et que le Hezbollah recule au nord du fleuve Litani. Donc une situation quand même qui est difficile. Et bon, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de possibilité qu'Israël fasse une opération terrestre, mais imaginons qu'à l'issue des opérations militaires, je dis bien des opérations militaires, je ne parle pas de la situation politique, à l'issue des opérations de haute intensité sur la bande de Gaza, et très probablement également dans la continuité de ce qui a été fait sur Gaza, peut-être d'opérations militaires comparables sur les zones où il y a des groupes armés en Cisjordanie qui ont des capacités comparables à ceux qui sont à Gaza. Je pense que ça va être inévitable, hein, pour plein de raisons. Ne pas écarter le fait que Israël se paye le luxe d'une nouvelle opération dans cette zone assurée pour repousser le Hezbollah au nord du fleuve Litani. Alors là, on sera directement impliqué parce que nous avons à peu près 1000 casques bleus qui font partie de la FINUL. La France en est conscient, hein, le ministre de la Défense, le Cornu, a été présent le 1er janvier auprès des forces de la FINUL au Liban, les forces françaises de la FINUL. Alors je passe très rapidement sur les centres de gravité, on en a parlé assez souvent, également l'état final recherché. Concernant la situation des fronts, eh bien, globalement, il y a un front très très brûlant, c'est bien sûr Gaza, un front brûlant, c'est la Cisjordanie, et un front tiède, je dis bien tiède parce que le Hezbollah agit de manière mesurée en réponse à Israël pour l'instant. Je pense qu'ils ne cherchent pas à s'engager dans un conflit qui pourrait les conduire à voir tout l'effort de construction d'une force assez importante et assez dissuasive d'environ 100 000 hommes avec des moyens qui sont comparables à une armée classique, hein, une armée de type classique avec des chars, des pièces d'artillerie, donc une armée de terre comparable à d'autres armées de terre de la région, qui ne devrait pas avoir cette capacité de dissuasion peut-être détruite ou amenuisée par une opération ou un affrontement direct avec Tsahal, qui reste quand même une armée très très puissante à l'échelle régionale. Alors, concernant les opérations, eh bien, les opérations sur le nord de la bande de Gaza, c'est-à-dire la ville de Gaza, sont terminées, hein, et maintenant, l'armée israélienne se concentre donc sur la ville de Khan Younis, où se poursuit le cœur des opérations, avec toujours cette même manœuvre aéroterrestre. On n'en parle plus, hein, des bombardements, mais les bombardements continuent. Il faut comprendre qu'au nord de la bande de Gaza, la situation des infrastructures est comparable à certaines des villes allemandes après les bombardements alliés de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit sur Hambourg ou Dresde. Hein, il y a 80% des infrastructures, des bâtiments qui sont détruits, par exemple, sur la ville de Gaza dans certaines zones. Alors, ces opérations qui continuent sur Khan Younis, en fait, il faut retenir un mot, c'est l'imbrication entre les forces terrestres israéliennes, les forces des groupes armés palestiniens, mais surtout, malheureusement, de la population, cette population de 2 millions d'habitants qui se trouvent coincés entre Khan Younis et maintenant la ville de Rafah et la frontière égyptienne, avec des affrontements qui vont monter en puissance sur le plan terrestre, puisque cette tactique mobile de guérilla urbaine qu'utilisaient les forces combattantes palestiniennes, eh bien acculées, ils vont être obligés de tenir des positions, et donc forcément les combats vont se durcir et les pertes des deux côtés devraient augmenter, notamment du côté israélien. La problématique des otages, qui n'est pas une problématique qui a été primordiale pour le gouvernement israélien depuis le départ et qui d'ailleurs se poursuit, hein, et bien sûr revient de temps en temps dans les médias.
dans les médias. Il reste environ 130 otages. Euh, il y a eu quelques bavures d'ailleurs de la part de l'armée israélienne, puisqu'il y a 7 otages qui auraient été tués il y a une semaine, il me semble, alors qu'ils se déplaçaient avec un drapeau blanc. Donc je passe sur le commentaire des circonstances. Mais en tous les cas, j'ai quelques doutes sur le fait que les 130 otages puissent être libérés en bonne santé. Alors, cette problématique quand même cette population gazaoui qui est coincée entre Khan Younis et puis la frontière égyptienne, ça devient quand même de plus en plus problématique, hein, en termes de morts, bien sûr, de blessés, même de conditions sanitaires générales, et également de potentielles épidémies, puisque quand vous avez comme ça une masse de population qui se trouve réunie dans des conditions précaires, le risque, par exemple, d'épidémie de choléra est majeur. Alors voilà globalement la situation telle qu'elle est mise à jour, hein. Toutes les zones en bleu sont des zones qui sont considérées comme sécurisées, donc le nord de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Ensuite, vous avez des zones qui sont considérées comme à évacuer ou qui doivent être évacuées. Donc, on voit très bien la problématique de positionnement de la population gazaoui. Ouais, donc, pour en revenir aux zones, les zones en bleu sont les zones qui sont considérées comme sécurisées par l'armée israélienne. Les zones en rouge sont les zones qui doivent être évacuées, et qui ont déjà d'ailleurs été évacuées par la population gazaoui. Et les zones que l'on trouve, toutes ces zones en rouge sont bien sûr des zones potentiellement de combat, où il y a déjà eu des combats, où il y a actuellement des combats. Donc, les combats actuellement se concentrent sur Khan Younes essentiellement. Alors maintenant, si on fait le bilan dramatique de cette opération sur 3 mois, donc on serait à 23 000 morts sur la population gazaoui. Alors bien sûr, certaines personnes vont rétorquer que ce sont les sources du Hamas, mais bon, jusqu'à présent, peu de gens contestent ces sources-là. Ne pas oublier que cette population gazaoui était composée à 40% d'enfants, donc dans ces 23 000 morts, on peut considérer qu'on va retrouver potentiellement, malheureusement, la même proportion d'enfants. Et on ne parle pas des blessés, ni des conditions sanitaires qui sont liées au traitement de ces blessés, puisque quasiment aucun des établissements hospitaliers de la zone ne fonctionne correctement. Ensuite, concernant le Hamas, on sera à peu près, j'ai pas d'autres chiffres, 8000 morts chez les combattants ou ceux qui sont affiliés à ces combattants. Tzahal serait, depuis les opérations terrestres, le 27 octobre, à 186 morts. Et depuis le début de la guerre, hein, depuis les opérations du Hamas, à 520 morts, puisqu'il y a quand même des objectifs militaires qui ont été également traités lors de l'opération du Hamas le 7 octobre. Alors, Euh, sur ces ouais. chiffres, Hervé, premièrement, première observation concernant les 23 000 morts, j'ai vu ce sont les chiffres du Hamas qui étaient l'autorité de cette zone. J'ai lu qu'on considérait souvent que c'était sous-estimé pour des raisons que j'ignore, mais le Hamas sous-estimerait ses pertes. Je ne vois pas très bien pourquoi. Il y a également la question des bâtiments effondrés et des gens qui n'ont pas aucun moyen ne permettait de les secourir ou de les retrouver. Concernant les pertes de Tsahal, bon, ce sont les informations officielles de l'armée israélienne qui, en ce qui concerne en particulier le 7 octobre, n'a pas manqué de faire elle aussi beaucoup de propagande. La presse israélienne, qui continue à couvrir tout ça, et pas seulement Haaretz. Haaretz, c'est le journal de gauche qui est très critique et qui conteste ces chiffres, mais même Times of Israel le fait également, disant que, bon, alors à partir d'enquêtes, à partir de ratios sur le nombre de blessés, conteste la faiblesse de ce bilan. Voilà. C'était pour Ouais. dire qu'il faut prendre ces chiffres avec, de part et d'autre, d'ailleurs, avec beaucoup de pincettes. Oui, bien sûr. Bon, je les cite, hein, les sources. De toute façon, les sources pour les pertes du Hamas et de Tzahal, c'est l'armée israélienne, de toute manière. Donc, mais ça donne un ordre d'idée globalement aux personnes qui nous suivent. Voilà, donc maintenant, on va s'intéresser au conflit en Ukraine. Donc, comme je l'ai dit en introduction, il y a très, très peu de changements globaux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de suivre quand même les morts russes liés à la guerre. Donc, d'après le site Mediazona, qui est un site d'opposition russe qui est hébergé en Allemagne, on serait à 40, un peu plus de 40 000 morts.
hein. Et puis, alors évidemment, ce sont des morts qui sont vraiment certifiés, puisqu'il y a un vrai travail de recherche qui est fait pour les morts russes de cette guerre. Alors, au-delà du chiffre qui peut être sous-estimé, mais en tout cas, il est avéré, ce que l'on peut remarquer, c'est les tendances. Et on voit bien que les tendances correspondent chaque fois aux points forts des batailles de cette guerre. Donc, mars, bien sûr, une montée des décès. Ensuite, janvier, février, mars, c'est globalement la bataille de Bakhmout. Hein. Et maintenant, on voit que sur octobre-novembre, on est sur la bataille d'Avdiivka, donc une bataille qui est beaucoup plus intense, qui correspond globalement à celle de Bakhmout. Mais on voit quand même que globalement, la tendance des morts russes, je dis bien en termes de tendance, elle est baissière. Elle est baissière. Et ça peut s'expliquer peut-être par plein d'éléments. En tout cas, la supériorité des feux russes est certainement une des raisons, mais également, je pense, la faiblesse maintenant avérée de l'artillerie ukrainienne du fait du manque de munitions. Parce que c'est une guerre d'artillerie. Hein. La plupart des soldats qui sont blessés ou morts, malheureusement, ils n'ont même pas vu un ennemi en visuel. Concernant les fameuses sanctions, bon, quand même, c'est un record. Hein, la Russie a plus de 18 000 sanctions, quand même, contre elle-même. Ce qui est quand même étonnant, c'est de voir quand même, alors même si je ne nie pas qu'il y ait des problèmes en interne en Russie liés aux sanctions, mais on peut quand même s'étonner de la performance quand même économique de ce pays-là. Ça prouve que ce pays-là était assez insensible à un phénomène de sanctions, et ça peut très bien s'expliquer par différents paramètres. Bon, Jacques Sapir pourrait l'expliquer bien mieux que moi, mais d'abord, c'est un pays qui est capable de vivre en autarcie parce qu'il a des ressources énormes déjà de manière intrinsèque, que ce soit sur le plan des matières premières, sur le plan des ressources énergétiques, mais également sur le plan des ressources agricoles. Même comme s'il a souligné BHL dernièrement, il y aurait peut-être un problème concernant les œufs. D'ailleurs, ça a été repris par Vladimir Poutine, qui a concédé qu'il y avait un problème concernant les œufs. Mais globalement, il faut comprendre qu'avant 2014, la Russie, c'était un pays qui importait du blé et maintenant qui est devenu un exportateur de céréales. Donc il faut bien comprendre que cette dynamique de sanctions, malheureusement, hein, se retourne à la fois contre les pays sanctionneurs, mais en plus fonctionne comme une barrière douanière qui permet de protéger en fait des industries russes qui n'étaient pas rentables au moment où elles étaient confrontées au libre-échange avec d'autres entreprises, notamment les entreprises occidentales. Attends, je t'interromps une seconde. D'abord, pour dire à nos spectateurs que Jacques Sapir, que tu as cité, va venir nous parler de tout ça la semaine prochaine. Et également que c'est une formidable publicité pour le protectionnisme. Ben C'est-à-dire, oui. alors, on nous avait dit, mais non, pas du tout, l'Europe, ah, pas de protectionnisme. Les Américains sont protectionnistes, hein, ça tout le monde le sait, sauf nous, sauf nous. Et donc là, les Russes, après 2014, quand ils ont mesuré ce qu'impliquaient les sanctions, qui étaient bien moindres qu'aujourd'hui, ils se sont organisés, ils se sont réindustrialisés avec une souplesse et une rapidité assez impressionnantes. Et aujourd'hui, ils sont sous un système protectionniste qui leur est totalement favorable. Alors que nous, malheureusement, l'effet boomerang, on le prend de face. Sur le plan agricole, la Russie a importé des céréales et maintenant elle exporte. Avant, elle importait du porc, d'ailleurs du porc français. Hein, faut bien s'en rappeler ça. Maintenant, ils sont complètement, ils satisfont à leurs objectifs de consommation concernant la viande porcine. Alors, je ne sais pas s'ils en exportent. En tout cas, ils font du champagne. Hein, ils font du Oui, enfin, camembert. bon. Ils font du camembert. Non, il faut bien comprendre en fait que parfois cette dynamique de sanctions, quand on est face à un pays qui a des ressources en interne, en fait, ça lui permet de protéger des secteurs de son économie qui n'étaient pas concurrentiels avant les sanctions. Donc, toujours être très méfiant vis-à-vis de ces sanctions qui peuvent se transformer en fait en une forme de protectionnisme pour l'industrie du pays considéré. Et on rappellera que après le remaniement ministériel français, Monsieur Bruno Le Maire a été confirmé dans ses fonctions, l'homme qui a détruit et mis à genoux l'économie russe. Bravo, encore bravo. Merci Monsieur Macron de maintenir à la tête du ministère de l'économie de la France d'un pareil incapable. Oui, Bruno Le Maire, c'est l'homme de la dilatation, c'est ça? Oui, oui, du renflement brun. Du renflement brun. Alors, maintenant, concernant la guerre industrielle.
D'ailleurs, Jacques Sapir l'expliquera également mieux que moi. Dire que l'économie russe est passée en économie de guerre, c'est faux. Dire qu'il y a une montée en puissance du complexe militaro-industriel, c'est vrai, mais l'économie manufacturière n'est pas laissée de côté pour autant. Hein, c'est d'ailleurs un des centres de gravité russes, hein, pour le gouvernement russe, et qui participe au fait que la population reste globalement, majoritairement, favorable, favorable du moins soutient l'opération militaire spéciale, la guerre en Ukraine. Hein, donc, et c'est d'ailleurs pour cela, en partie, qu'ils vont chercher des munitions à l'extérieur. Ça leur évite de consacrer d'autres chaînes de production du complexe militaro-industriel et peut-être de condamner des chaînes de production manufacturières pour produire des munitions à l'extérieur via la Corée, ou d'autres types d'armements via la Corée ou via également l'Iran. Donc, pour en revenir à cette guerre industrielle, il y a, c'était face à la pénurie d'obus classiques, les États-Unis ont autorisé l'artillerie ukrainienne à tirer des armes à sous-munitions. Évidemment, comme chaque fois, il y a un effet boomerang qui se fait, et donc les Russes ont travaillé, sont en train de travailler sur une bombe planante à sous-munitions. Donc, on voit que chaque fois, face à un complexe militaro-industriel qui est avant tout étatique et qui fonctionne sur un système, entre guillemets, keynésien, nos systèmes capitalistiques libéraux et financiarisés ont du mal à tenir la route, en fait, et à arriver à avoir les mêmes niveaux de production. C'est d'ailleurs également tout le sens du livre d'Emmanuel Todd, hein, de son dernier livre qui est paru, que je n'ai pas lu, mais toi, tu vas commencer à le lire. Tu nous feras une fiche de On va en lecture. reparler un peu plus loin. Tu nous feras une fiche de lecture. Exactement. Et ensuite, concernant notre appui à nous sur le plan des FAP en profondeur. Donc, globalement, on avait fourni 85 missiles Scalp à l'armée de l'air ukrainienne. Bon, vu le niveau d'utilisation de ces scalps et de ceux des Storm Shadow, il est clair qu'il n'y en a plus quasiment, à tel point que il y a un nouveau lot qui est de 50 qui va être fourni à l'armée de l'air ukrainienne. Alors tout ça s'inscrit dans cette stratégie ukrainienne, qui est la seule stratégie opérante en fait de l'armée ukrainienne vis-à-vis du centre de gravité russe, la Crimée, hein, et puis d'une certaine manière les ports de la Crimée et la flotte de la mer Noire russe. Hein, c'est cette guerre indirecte, cette stratégie indirecte de pression sur la Crimée et sur la flotte de la mer Noire russe. Et pour cela, il faut avoir des moyens de frappe fournis par les Occidentaux essentiellement, donc ces fameux missiles Scalp, mais également bénéficier du renseignement électronique des Occidentaux via les avions radars de l'OTAN. Parallèlement, les Russes ont amélioré également les drones d'origine iranienne qui avaient des petits moteurs à hélice qui faisaient un bruit de tondeuse. Et maintenant, ces drones-là sont devenus des drones à réaction qui volent à 500 km/h et qui arrivent à avoir une charge militaire de 300 kg. Donc, ça va être un vrai sujet également pour la défense antiaérienne ukrainienne qui commence à être passablement en manque de munitions. Hein. On le voit d'ailleurs dans le fait que les Occidentaux veulent produire 1000 missiles patriotes au cours de l'année 2024. Alors, les centres de gravité des belligérants n'ont pas changé. Hein. Il y a cette pression sur la Crimée et sur la flotte de la mer Noire qui se fait par les Ukrainiens. C'est vraiment le seul endroit, les seuls centres de gravité qui peuvent vraiment atteindre le centre de gravité russe important. Maintenant, très honnêtement, côté ukrainien, la situation est quand même assez problématique, et la situation la plus dramatique, c'est bien sûr celle qui concerne les ressources humaines mobilisables et mobilisées. Alors, concernant les différents rapports entre les belligérants, le rapport, le rapport des forces, le rapport des feux d'artillerie, le rapport de la guerre élec, le rapport des moyens maritimes et le rapport des moyens aériens, le seul endroit où il y a une forme d'équilibre, alors quand je dis d'équilibre, hein, je ne dis pas que l'Ukraine ait une marine comparable à la marine de la mer Noire, mais elle est capable de gêner cette marine. Hein, il suffit de le constater, puisque cette marine-là, pour se protéger, est partie et s'est exfiltrée sur le port de Novorossiysk pour éviter de subir les frappes, notamment des missiles Scalp, hein, qui sont vraiment des missiles qui sont
quand même assez problématique pour la défense antiaérienne russe. Mais c'est surtout le rapport des forces. Et ce rapport des forces, alors qu'il y a une montée en puissance côté russe, il y a une très très nette baisse aussi bien qualitative que quantitative côté ukrainien, mais également du moral de ses effectifs. Alors, pour revenir le front terrestre, toujours sur Krinky, cette opération dramatique qui est en train de tourner au massacre des 4 brigades d'infanterie de marine ukrainienne, là, ça n'a plus de sens. Et quand on entend parfois sur les plateaux télé que la différence entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, c'est que l'armée ukrainienne prend soin de ses effectifs, non. Non, parce que là, honnêtement, c'est vraiment une mission de massacre qui n'a plus aucun sens. Alors ça, c'est des preuves. Alors, Ouais. j'ai une question, Hervé, parce que j'ai vu sur les réseaux, dans la bouche d'excités qui s'autoproclament experts, que en fait tout ça, cette tête de pont magnifique, était destinée à servir de base à une autre contre-offensive qui permettrait de récupérer la Crimée. Bon. Donc ça vient très clairement. Et en parallèle, on voit des vidéos épouvantables. Épouvantables, c'est-à-dire qu'on a des champs de cadavres sur cette tête de pont, quand on ne voit pas carrément des vidéos d'arrivée de gens qui se font massacrer. Ils sont encore dans les embarcations. Donc, c'est vrai que ça n'a aucun sens, mais qu'est-ce qu'on peut penser d'une volonté qui serait celle de disposer quand même d'une base pour recommencer ce qui a été échoué en juin? Non, non, c'est pas possible, là, puisque là, pour avoir une vraie base de départ, une base d'appui hein, d'une offensive, il faudrait que des moyens mécanisés soient passés de l'autre côté de la rive. Ça voudrait dire qu'ils aient mis ou un ponton, ou alors qu'ils assurent des transvasements avec des moyens de génie qui amènent des engins blindés de l'autre côté de la rive. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient la supériorité aérienne, ça veut dire au moins locale. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient la supériorité des feux au moins locale. Et il faut qu'ils arrivent absolument à s'extirper de cette zone marécageuse, parce que là, c'est une zone marécageuse où les pauvres soldats ukrainiens n'arrivent même pas à creuser, en fait. Alors maintenant, c'est plus ou moins gelé. Mais il faut bien comprendre que là, un soldat qui est blessé, là, c'est un soldat qui est mort. Alors, merci Hervé, je me doutais un peu de ce que serait ta réponse, mais je t'ai quand même posé la question parce que ça montre que ces quelques explications démontrent que cette propagande qu'on trouve sur les réseaux de la part de soutien de l'Ukraine est ridicule, quoi. C'est-à-dire que, et je comprends qu'elle interpelle, qu'on se dise, ah ben tiens, peut-être, que ce discours qui sert à alimenter le soutien, hein, disons-le aussi, mais dès lors qu'on rentre et que tu rentres dans la dimension opérative, on s'aperçoit que ça n'a pas de sens que de présenter les choses de cette façon et que le seul commentaire qu'on peut faire sur cette obstination, c'est qu'elle est absurde. Moi, ce que je peux constater depuis le départ, c'est que contrairement à ce qui se dit sur les plateaux télé, alors ça peut s'expliquer pour différentes raisons, parce qu'il y a un côté quand même, les Russes qui ont envahi un pays et les autres qui défendent le pays. Mais dès que les Russes sont en difficulté, en général, ils reculent. Ça peut, on peut le constater dans tous les cas. Hein. Ils reculent pour différentes raisons, ils font le choix du recul stratégique. Ça s'est vu lors de l'offensive de Kharkov, sur Kharkov par les forces ukrainiennes en septembre-octobre 2022. Ça s'est vu aussi d'une certaine manière, mais pour d'autres raisons, lorsqu'ils étaient autour de Kiev. Ça s'est vu lorsqu'ils étaient à l'ouest de Kherson, quand ils ont fait la traversée rétrograde du Dniepr. Chaque fois qu'ils sont en difficulté, ils préfèrent reculer. Or, ce que l'on peut constater, c'est que les Ukrainiens s'obstinent souvent à rester sur des positions qui sont intenables. Donc là, Krinky, c'est le massacre, mais il ne faut pas se leurrer. La plupart des positions qui ont été conquises par les Ukrainiens, notamment sur la trouée des Zaporijja et le saillant de Robotine, ce sont des positions qui sont intenables et qui, à terme, vont être reprises par les Russes. Ça s'est déjà passé sur Bakhmut, puisque toutes les positions qui avaient été reprises, notamment par la brigade Azov, la brigade Azov, quand même, ce sont des gens motivés, hein, puisque ce sont des nationalistes radicaux, pour ne pas dire autre chose. Ça ont été reprises par les forces russes. Et les forces russes sont en train d'avancer justement sur
la Chassovyar qui se trouve à l'ouest de Bakhmout. Et donc, chaque fois, ces positions-là sont reprises. Alors, pour en revenir aux différents fronts qui sont actifs, sur le front de Donetsk, notamment la ville de Marinka, eh bien, les forces russes cherchent bien sûr à contourner la pollution de Vuhledar, face à laquelle ils avaient eu d'énormes difficultés il y a quelques mois, hein, lorsqu'ils avaient cherché à attaquer. C'est une ville qui a également une position fortifiée. Et ils cherchent à la contourner en passant par le point d'appui de Podeba. Donc, ce sont des combats quand même qui vont continuer à être durs, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a encore il y a les troupes ukrainiennes, même s'il y a des difficultés, continuent à se battre. Et on le voit très bien sur Advitka, puisque la fameuse 47e brigade mécanisée, même si elle a subi énormément de pertes, elle reste quand même opérante, puisqu'il n'y a pas de délitement sur Advitka des forces ukrainiennes. En tous les cas, sur Advika, toutefois, les forces russes continuent à avancer, hein, et notamment sur Stepové et puis sur Zevernoé. Donc, une bataille qui se continue, à mon avis, qui va se faire selon le même tempo quasiment que celle de Bakhmout, hein, et en tout cas, qui pourrait éventuellement s'accélérer après les élections présidentielles, qui sont, à mon avis, un élément fondamental, parce que je ne pense pas que Poutine ait envie d'avoir trop une montée des décès, des blessés et des pertes sur le front avant les élections présidentielles. Donc sur Advika, toujours ces avancées dans cette zone fortifiée, qui est une zone extrêmement fortifiée, hein, depuis 2014. Sur Bakhmout, la poursuite de l'avancée vers Chassovyar avec 2 brigades, un régiment de parachutistes et une brigade de parachutistes russes. La poussée qui se continue également sur la zone de Kupiansk, et notamment sur le village de Sikimka, qui serait l'objet de combats très très intenses, hein, dont l'intensité serait comparable justement aux combats qui ont eu lieu sur Bakhmout en termes d'intensité, hein, et de férocité. Donc, des combats qui sont assez violents quand même sur le front de part et d'autre, mais avec toujours cette supériorité de l'artillerie russe qui fait que la situation des soldats ukrainiens est quand même dramatique, hein. Il y a des soldats, ça fait 2 ans qu'ils se battent, hein. Ils n'ont quand même quasiment pas été relevés, hein, avec la moyenne d'âge qui est passée de 33 ans à 43 ans. Alors, globalement, qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais il y a cette grande offensive russe à l'issue d'un délitement éventuel, partiel ou total de certaines parties du front ukrainien, puisque c'est le but de la guerre d'attrition. La guerre d'attrition, c'est rendre l'adversaire tellement faible qu'il ne peut plus contrer ou frapper les concentrations de force qu'il pourrait détecter. Donc, ça serait éventuellement, bien sûr, l'objectif, reconquérir les 4 oblasts qui ont été annexés. Ensuite, on verra si les Russes ont les capacités de faire autre chose, ou que les Ukrainiens ont la capacité de les arrêter, ou qu'il y a cette négociation sur la pression sur la Crimée qui pourrait devenir un facteur important. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Voilà. J'en ai terminé, tu as quelque chose à dire? Non, je rappelle à nos spectateurs que si vous le souhaitez, nous pouvons vous transmettre les documents d'Hervé. Il suffit d'aller en description et de me mettre un petit mot sur l'adresse email qui figure. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu d'information, de désinformation. On va commencer par la désinformation. Donc, l'excellent général Trinquant, bon, c'est quand même un général qui, en général, bon, sans faire de jeu de mots, je suis, parce qu'il est quand même plutôt posé dans ses avis, même si ses avis sont tout à fait dans la doxa. Mais je dois dire que là, il se trouve un petit peu piégé sur ses affirmations, comme d'autres, du début de la guerre, hein. À partir du moment où on attribue aux Russes l'objectif, on leur attribue, hein, l'objectif de conquérir la totalité de l'Ukraine avec 150 000 hommes, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc personne ne connaît les objectifs russes, anciens et actuels, mais une simple évaluation des forces utilisées pour la première partie, la première phase de cette guerre, montre que leur objectif n'était pas de prendre toute l'Ukraine, et on est sans doute vers une forme de pression, comme l'a développé Jacques Beau,
pour amener à une contrainte qui ferait que ce qui n'avait pas été acquis par la négociation, par les traités de Minsk, le soit par la force. Alors, tu as raison de citer Jacques Beau, parce que concernant Trinquant, il lui taille un uniforme de parade dans son livre. Ah, Hein. ah, Ah oui, 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 oui. Il y a Goyafi aussi qui se fait arranger, hein, et Trinquant. Trinquant a droit à une petite fête. Alors, je vais en parler quand on va parler du bouquin, puisque je ne l'ai pas tout lu, mais je l'ai largement commencé. Non, Trinquant, c'est il se déshonore un peu. Enfin, voyons, soit c'est un âne, j'en sais rien, soit c'est un militant, parce que quand il vient nous dire ça, tu viens d'en faire la critique de cette décision, il le fait partout, et il dit partout, et je martèle, je martèle, je martèle, Poutine a perdu la guerre. Donc, qu'est-ce que c'est? Soit il est incompétent, soit c'est un militant, ce que je viens de dire, et le militant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, l'Occident a gagné, on va pouvoir évacuer, c'est-à-dire on déclare la victoire et ensuite on s'en va. Hein, ce qui est une pratique assez ancienne désormais des Américains. Parce que ça n'a aucun sens. Au-delà de la critique qui est faite concernant le raisonnement qui constitue qui consiste à attribuer des objectifs sans les connaître, hein, et à manifester à cette occasion son incompétence. Tu le dis, d'ailleurs, dans tes tweets, tu dis faudrait retourner à l'école de guerre, mon général. Hein. Oui, non, et d'ailleurs, on le voit beaucoup, et je pense que c'est cette idée. Parce qu'en ce moment, dans la communication, on a tout un tas de discours. Alors, un des plus jolis que j'ai trouvé, c'était une personne de RFI, je ne sais pas si tu en parles après d'ailleurs, une intervenante de LFI qui disait ça n'est pas une défaite ukrainienne, c'est une absence de victoire. Ça, je dois dire que faudrait expliquer ça aux rugbyman français après leur défaite en quart de finale. Hein. Ce n'était pas une défaite contre l'Afrique du Sud, c'était une absence de victoire. écoute, hein, moi je pense surtout que ils ont manqué de prudence. Hein, ils ont eu des discours militants, hein, idéologiques, et qui n'ont pas cherché à utiliser les outils qu'ils connaissent. Hein, ce sont des outils qu'ils connaissent, hein, pour analyser la situation. Et surtout de partir du niveau stratégique et pas commencer à commenter comme des micros-événements tactiques qui n'ont pas de sens en fait. Hein, et sauf à les relier entre eux. Mais comme on dit souvent, l'art opératif, c'est pas la somme des tactiques. Hein, ça n'a rien à voir. Alors, maintenant, ce pauvre Xavier Moreau, qui m'a fait l'honneur de me citer lors de sa dernière vidéo, hein, puisque tu sais, j'avais fait une comptabilisation des navires réellement endommagés ou Oui. détruits, hein, de la flotte de la mer Noire. Donc, il a repris mon tableau. Bah, le fait est, c'est quand on fait le bilan, on voit qu'on est loin des 20 navires détruits tels que c'est affiché dans les médias. Bon, encore ça, c'est de la propagande. Hein. Mais bon, bref. Mais ce pauvre Xavier Moreau qui en ce moment est en France et qui est accusé d'avoir quitté la Russie pour éviter d'être mobilisé. Bon, Xavier Moreau, il a plus de 50 balais. Hein, bon, bref. Hein, mais bon. Non, mais c'est pas possible. C'est quand même extraordinaire. Ils ont peur de rien. Euh, Ça raconte beaucoup sur le niveau. Au-delà de la propagande, ce sont des militants, ça on se l'est dit, mais il y a quand même un Alors, maximum et, d'ignards, quoi. et puis la fille, la Samira, la journaliste, El Gadir, donc c'est elle qui a les vérifs de LCI. Et moi, j'ai envoyé parfois à vérif de LCI des vidéos qui étaient problématiques, hein, mais qui ne relevaient pas, bien sûr, des vidéos qu'eux passent d'habitude. J'attends toujours les réponses. Hein. Parce qu'en fait, ils font que de la fake news que dans les sujets qui les intéressent. C'est un peu la même chose que Julien Pain, tu sais, Julien Baguette chez France Info, c'est la même chose. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, donc, écoute, j'ai pas encore lu le bouquin, mais j'ai vu l'intégralité de son interview par l'ineffable, quoi s'appelle, Malherbe, ça, Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe. Hein, bon, alors c'est un intervenant qui est pas facile à écouter, Emmanuel Todd, parce qu'il parle un petit peu enfin, il marmonne un petit peu souvent. Hein. Mais en tous les cas, il est très très pertinent intellectuellement. Et pour te dire,
le premier bouquin que j'ai lu de lui, c'était lorsque j'étais justement à l'école de guerre, il y avait la bibliothèque, et le premier bouquin que j'ai lu, c'était son tout premier bouquin, sa thèse, en fait, qu'il avait publié, comme souvent les chercheurs, c'était sur les structures familiales et l'influence des structures familiales sur les organisations politiques des pays. J'ai trouvé ça passionnant, et après, j'ai lu un autre de ses bouquins dont j'ai oublié le nom, qui parlait d'ailleurs de l'Empire américain. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je ne me rappelle plus le titre de son bouquin. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est passionnant à lire en général, hein, et qui a toujours des approches qui sont disruptives. Et ne l'oublions pas, c'est lui le premier qui, en 1976, en analysant la structure démographique de l'Union soviétique, avait dit que l'Union soviétique allait s'effondrer. C'était quand Alors, même fort. concernant Todd, moi, je n'ai pas voulu regarder l'émission, d'abord parce que je ne supporte pas Pauline de Malherbe, qui est en permanence agitée, semi-hystérique, et effectivement, qui interrompt. Alors déjà, tu as raison, c'est pas toujours facile de suivre Emmanuel, hein, mais là, quand il est interrompu par Apolline de Malherbe, c'est très pénible. En revanche, j'ai téléchargé son bouquin, j'ai commencé à le lire. Alors, par rapport au début de la guerre, il a manifestement évolué et son constat rejoint celui, moi, personnellement, que je fais. Alors, je sais pas, j'aimerais bien l'avoir, mais bon, qui viennent chez nous. C'est pas sûr. Il va peut-être faire quelque chose autour de son bouquin avec Olivier Berruyer, qui est son ami, qui est aussi un de mes amis. Donc, on verra. De toute façon, on en reparlera de ce bouquin, hein, une fois que je l'aurai terminé, puisque j'ai utilisé la voie numérique, et on reviendra sur ce qu'il dit, parce que, bon, moi, je considère que c'est le déclin du système occidental. Je l'ai écrit le 25 ou le 26 février 2022. Le fait que ce soit Emmanuel Todd qui le dise, ça donne une autre autorité que la mienne à ce propos. Alors, bien sûr, dans nos médias commencent à poindre des éléments d'information que nous et d'autres divulguons en se faisant traiter de pro-Poutine et de collabos. J'ai dû oublier des trucs là. Bref. Ah, attends, j'ajoute une chose, excuse-moi, je Ouais, t'interromps une ouais. nouvelle fois. Le titre de Libération, qui manifestement n'avait pas lu le bouquin, Emmanuel Todd est devenu militant poutinophile. C'était à peu près ça, Ouais. c'est-à-dire que si on n'est pas dans la propagande, on est non seulement poutinolâtre, non seulement poutinophile, mais on est agent à pointer du Kremlin. C'est assez absurde, mais enfin, c'est comme ça. Ouais, alors donc évidemment, maintenant, nos médias sont en train de découvrir en fait la problématique de l'âge des troupes ukrainiennes, la problématique de la non-relève des troupes ukrainiennes, la problématique de la mobilisation telle qu'elle se fait. Alors c'est pas nouveau, hein, ce qui montre maintenant actuellement dans les médias, ça fait plus d'un an que la mobilisation se fait comme ça dans la rue en alpaguant les pauvres gars qui ne sont pas présentés au bureau de recrutement. Ils sont en train de découvrir en fait des choses qui existent depuis le début, hein, mais qui permettent comme ça d'expliquer éventuellement un retournement de situation auquel ils n'auraient pas pu souscrire au préalable. Alors, maintenant, on va citer la nouvelle chaîne de notre camarade Sylvain Ferreira, qui parle de géopolitique, hein. Donc, il a sa chaîne d'histoire et il a fait sa première émission de chaîne sur la géopolitique. Donc, on est un peu sur la même veine que sa chaîne d'histoire, hein. Bon, moi, j'ai trouvé que sa chaîne d'histoire a été plus pertinente que sa chaîne de géopolitique, mais ça demeure quand même assez intéressant. Voilà. Tu dis rien? Non, je dis rien. Bah, il a pas souhaité continuer le combat avec nous. Ça nous a permis de bénéficier de toutes tes compétences. Je trouve ça dommage dans la mesure où, parce que bon, son expression est plus confidentielle. C'est dommage parce que je pense qu'en ce qui concerne l'art opératif, c'est quelqu'un qui, en France, fait partie de ceux qui le connaissent le mieux. Ouais. Hein, je pense Ah oui, oui, que. c'est Hein, oui, avec il a une compréhension, je trouve, qui est meilleure que celle de Bihan, et parce qu'il arrive à la relier justement à l'art proto-opératif de la campagne, des campagnes de la guerre de sécession des nordistes, hein, notamment, hein.
avec le plan Anaconda et toutes ces choses-là. Donc, la marche vers la mer, hein, notamment lorsqu'ils descendent le Mississippi. Donc, c'est intéressant, mais je trouve que, bon, il m'en voudra pas, hein, je trouve il est très très bon sur sa chaîne Histoire, hein. Et puis là, bon, on est un petit peu en dessous. C'est intéressant, mais on est un petit peu en dessous de sa chaîne Histoire. Voilà. En tout cas, c'est son site Veille Stratégique, hein, qui a plus de 3 ans, hein, qu'il a voulu monter en vidéo. Donc, ça fait partie, de toute façon, de tous ces canaux d'information qu'il faut consulter parce que ça permet de croiser les informations avec des gens qui ont un discours différent de ce que l'on peut entendre sur les médias. Alors, je profite de l'occasion. Tu as parlé de la guerre de sécession, de son livre sur la stratégie de Grant, qui est effectivement exceptionnel, moi j'ai trouvé. Je regarde actuellement, lorsque je fais mon vélo d'appartement, je mets la télévision et je regarde sur YouTube, hein, je regarde les émissions d'Arte, les anciennes. Euh, En ce moment, je regarde celles consacrées, je crois qu'il y en a 7 ou 8, des volets d'à peu près 1 heure sur la guerre de sécession. Ah oui. C'est passionnant. C'est Mm. William Burns qui a fait ça. Il avait déjà fait un truc fabuleux sur la guerre d'Indochine, les guerres d'Indochine, Mm. la française et l'américaine après. Et là, sur la guerre de sécession, c'est extraordinaire. Et je crois que c'est pas mal d'y retourner. J'invite ceux qui ont le temps de le faire parce que ça donne des éléments de compréhension de Exactement. la suite de la vie des États-Unis. Et Tout je à crois fait. que c'est quelque chose de fort, surtout dans ce moment que traversent les États-Unis, avec cette division très forte, avec ces tendances sécessionnistes auxquelles on est confronté, qui de toute façon sont très différentes de celles qu'elles étaient en, en 1860, mais c'est toujours passionnant et toujours utile. Non, mais c'est un traumatisme aux États-Unis, toujours. Les ex-États confédérés vivent toujours cette période-là comme un traumatisme. Alors, on en revient à Jacques Beau. Donc, son dernier livre, Jacques Beau, qui nous fait. Il est très prolixe, hein, il produit beaucoup de bouquins. Ça va être son quatrième, hein, quasiment tous les 6 mois, hein, c'est ça, hein. Il est graphomane, hein. Ouais, c'est ça, oui. Donc, il doit avoir. Ou alors, je sais pas, peut-être qu'il a plein de petits nègres, donc je plaisante. En tous les cas, son dernier. Non, non, mais je plaisante, hein. Non, non, mais qu'il se fasse aider, j'espère pour lui, hein. Ouais, Parce bon, que sinon, sa vie de famille, ça doit être moyen, hein. Parce que, dis donc, c'est du boulot, tout ça. bah oui, parce qu'il y a toutes les références et tout. C'est quand même des bouquins Ah où il y oui. a de la référence. Donc, il y a sa dernière interview là sur la chaîne où il présente son dernier bouquin. Alors, bon, moi, Jacques Beau, ça fait un moment que je le suis. Je n'ai jamais lu un de ses livres, hein, mais je suis depuis longtemps ses interviews. On est un petit peu, entre guillemets, la messe Jacques Beau, tu vois ce que je veux te dire, hein. Il nous sert la messe Jacques Beau, hein. Alors, moi, je l'ai téléchargé aussi. Alors, je sais pas, j'ai bénéficié, Ouais. j'avais vu, je sais plus où, Je qu'il parle de sortait. son interview, hein, je parle pas du bouquin, hein. Oui, oui, je parle de son bouquin. Et je vais parler de son interview. J'ai téléchargé le bouquin alors que je pensais que c'était dans 8 jours qu'il sortait, le 17. Bon, enfin, ça fait pas 8 jours, peu importe. Alors, j'ai pas regardé la vidéo parce que j'hésite un peu. J'ai commencé à lire le bouquin. C'est très intéressant. C'est très intéressant, comme d'habitude, très documenté, hein. Quand il fait une critique, quand il avance un fait, il y a la référence. Et voilà, il a une vision de l'art opératif qu'il décrit qui n'est pas celle de Bihan, manifestement, qui n'est pas celle exactement non plus de Sylvain, ni celle d'Henninger, me semble-t-il. Elle est un petit peu différente. Faut pas oublier c'est un militaire aussi, comme toi, hein, il est colonel. Et donc, bon, alors maintenant, il est très demandé. On le voit à peu près partout. Alors, je vais voir. Il était intervenu chez nous au début, il y a 1 an et demi. Ça avait été, je vais dire, un succès, hein, d'écoute, puisque je crois qu'on était monté à 70 000 ou 80 000 personnes, mais il était moins connu à l'époque. Aujourd'hui, c'est une des références. Alors, quand tu dis, oui,
il y a un peu un côté mis en scène. C'est son éditeur qui fait la vidéo, Ouais, hein, c'est ça. Ouais. parce que l'éditeur, lui, il a des impératifs, il faut qu'il vende les bouquins. Ouais, Et mais je d'ailleurs, pense je crois que qu'il a eu des succès ouais, ouais, non, mais avec là, je pense que les... là, c'est devenu le spécialiste incontournable de ce conflit, Non, Jacob. non, c'est très intéressant. Et on y reviendra aussi. Avec lui, je vais voir si c'est possible, ou on fera quelque chose de spécial autour de ce bouquin. Très bien. Ensuite, pour en revenir aux attaques, enfin aux ripostes des États-Unis et de l'Angleterre sur les bases des rebelles Houthis, je vous conseille la vidéo là de ATE Chouette, hein, cet ex-pilote Rafale M. Honnêtement, je trouve que c'est le meilleur analyste aéronautique de ce qui se passe, aussi bien sur le plan des conflits d'ailleurs, voire même des accidents, puisqu'il a fait une vidéo sur la problématique de la porte du Boeing qui s'était arrachée. Donc c'est un ancien opérationnel, c'est un ancien pilote de chasse, il a fait des frappes lorsqu'il était sur Super Étendard, ensuite il a été sur Rafale, donc il sait de quoi il parle, il connaît les problématiques de ciblage, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment intéressant de l'écouter. Et puis surtout, c'est toujours technique, hein. Il ne va pas donner d'avis. Parfois, il donne son opinion par rapport à l'opération ou par rapport à des éléments qui ressortent de l'opération, mais il fait une analyse très technique et c'est toujours très intéressant. Et puis, enfin, puisqu'on a Attends, mais parlé. il serait donc, excuse-moi, je t'interromps à nouveau, il serait donc meilleur que Titelman. Oh là 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 là, on en apprend tous les jours. Excuse-moi, je t'ai interrompu, je n'allais pas m'en priver. Ben lui, c'est pas un journaliste, hein. Il n'a pas la prétention d'un journaliste. Il a sa boîte de conseil où il cherche à vendre un Oui, petit oui, peu. oui, non, mais je me moque de Titelman, mais je suis méchant, j'ai un mauvais fond. Bon, alors maintenant, on va terminer en beauté. Il y a vraiment une vidéo qui est honnêtement remarquable. C'est la dernière vidéo d'Alain Juillet sur le conflit en Palestine et sur les implications internationales, les conséquences internationales de ce conflit en Palestine sur le plan géopolitique et géostratégique. Honnêtement, tout est dit. Alors, honnêtement, Alain Juillet, moi, c'est quelqu'un que j'adore écouter parce que il a une capacité de synthèse et de réflexion. Alors, par moments, on peut ne pas être forcément d'accord avec sa synthèse, mais en tout cas, il a une vraie réflexion. Il a une vraie réflexion, une vraie vision des rapports de force qui peuvent exister aussi bien sur le plan politique, sur le plan géopolitique, mais également sur le plan stratégique. Voilà, donc vraiment, cette vidéo-là, je vous conseille de la regarder. Tout y est dit et tout est bien expliqué, comme souvent avec Alain Juillet. Alors, j'ajoute une chose au sujet de ton commentaire, tout y est dit sans phare. Alain Juillet, je partage avec lui et avec Emmanuel Todd, avec lequel j'en avais parlé, euh, un statut qui est celui de retraité actif pour le moins, hein, nous concernant tous les trois, mais on n'a plus de devoir de réserve. Je trouve que le devoir de réserve est légitime, il est logique. Même pour les avocats, vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de pas seulement le secret professionnel, mais voilà, il ne faut pas mettre les gens en difficulté et le devoir de réserve est quelque chose de normal. Mais lorsque on termine sa vie professionnelle pour passer à autre chose, on acquiert une liberté de parole totale. Totale. Donc, ça explique, moi, mes prises de position, ça explique mon activité, mes propos, parce que je suis très à l'aise. Quant à Juillet, ce qui a été un très grand professionnel, un haut fonctionnaire, etc., aujourd'hui, il dit très exactement ce qu'il pense. Alors qu'auparavant, il ne pouvait pas, et c'était normal là aussi, hein, il y avait ça. Donc, vraiment, vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement solide. C'est l'impression qu'il en donne, donc à voir. Ouais, c'est un sage, d'une certaine manière. Ouais. Bon, voilà. Donc, écoute, on a terminé. Je vais arrêter le partage. Et nous Voilà. voilà de retour sur le... Bon, eh bien, écoute, merci encore Hervé. Je vais maintenant m'occuper du montage pour publier cette vidéo, je pense, aujourd'hui. Alors, euh, Ah, j'ai- si je voulais dire un truc, j'ai été interviewé par TV Liberté. ben, c'est Ah ouais, ah ouais, bah, ce que vas-y, j'allais vas-y. dire. Bah, vas-y, vas-y, alors. Alors, parce que pendant que nous enregistrions, c'est enregistré, c'est pas en direct, pendant que nous enregistrions, hop, j'ai vu passer un petit message sur ma tablette de Élise Blaise me disant que, m'envoyant le lien
de ton interview. Elle m'avait fait un commentaire en me disant que c'était excellent après l'enregistrement. Oui, 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 ben, absolument. On a commencé par des compliments, on finit par des compliments. Tu vas, Hervé, hein, il faut Ouais, que tu vives avec. ouais, Donc c'est ça, ouais. voilà, vous avez le samedi politique, c'est comme ça que ça Ouais, s'appelle, je ça, crois. Hein, samedi voilà, politique. Ouais. Mm. hein, samedi politique qui aujourd'hui, l'invité principal, c'est notre ami Hervé. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, vous aurez eu plus d'une heure d'Hervé avec nous et vous en aurez pas loin d'une heure avec Élise Blaise. Voilà, N'hésite- il est incontournable désormais, oui, notre ami Hervé. n'hésitez pas de vous abonner aussi à mon compte Twitter, de manière à ce Ah oui, que oui, oui, ça c'est important. hein, Walter Lure, si vous vous intéressez au rock and roll punk, vous verrez que c'est le guitariste des Heartbreakers euh, dans un groupe new-yorkais la moitié des années 70. Ah, je connais pas bien le rock punk. Bon, comme punk, il y a les Pogs, ça j'adore. Ouais, Et voilà. le pauvre McGowan qui est mort il y a pas longtemps. Mais bon, moi, c'est un peu le rock d'avant, hein, Ouais, c'est normal. qui s'est C'est continué. Mais là, générationnel. C'est moi, je suis un générationnel. vieux, c'est pour ça. Moi, sauf que moi, j'ai eu, mon cher Hervé, j'ai eu un privilège, c'est-à-dire que je suis un boomer, je suis arrivé à l'adolescence au début des années 60, hein, puisque je suis né en 1950, et qu'il y a eu l'explosion, finalement, de la musique, le rock, la pop, le soul, c'était une période tout à fait extraordinaire. Je suis génération Woodstock, moi. Hein. Alors j'ai continué d'ailleurs, hein, j'ai continué. Je m'intéresse à d'autres musiques, oh oui, hein, en particulier au baroque, on en a déjà parlé, mais tout ça m'a profondément marqué. Et alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que il y a des choses qui se sont démodées, des choses qui ont vieilli, mais il y a eu pas mal de trucs très solides qui sont encore Ouais, bien sûr, aujourd'hui tout bien à sûr, fait utilisables, quoi. Non, non, bien ça sûr. c'est impressionnant. Et puis j'ai eu un privilège, mon cher. Hein, j'ai habité pendant 20 ans dans l'appartement où est mort Jim Morrison. Ah, Donc, on l'a retrouvé dans sa baignoire. Alors, on prétend qu'il est mort ailleurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand j'étais là-bas, les témoins de la matinée tragique étaient toujours vivants, étaient toujours là. Et j'en ai parlé plusieurs fois avec eux. Donc, je prétends que j'ai parlé avec son fantôme chaque fois que j'allais faire ma toilette. Sachant aussi que ce qu'on sait moins, et ça nous ramène à nos propos militaires, que son père était l'amiral Morrison, qui était à l'origine je savais de pas. la provocation du false flag du De la golfe guerre du du Tonkin. Vietnam. Hein, Ah oui, 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 c'est lui qui était à cette d'accord. origine. Alors, ils étaient très, très fâchés. Et au moment, il y a quelques années, il avait fait une petite interview. Il avait été interviewé sur son fils. C'était assez extraordinaire. Assez extraordinaire de mesures et de regrets, quoi. Il regrette. Hum, C'était un type bien et je regrette de ne pas l'avoir connu, dit-il. Enfin hum. voilà. Bon, on a Très bien. terminé ici. Au revoir à tous. Eh bien, à très bientôt.